Salut tout le monde. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ça fait quelques mois que j'enchaîne les grosses vidéos sur cette chaîne. Que ce soit du point de vue de l'importance du sujet traité, de sa complexité, ou encore du temps nécessaire pour en parler. Du coup, histoire de souffler un peu, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un peu moins lourd, mais qui serait quand même intéressant. J'ai envisagé plusieurs sujets, et au final, celui qui m'a semblé le plus approprié, ça a été comment définir la gauche. Alors, cette idée je la sors pas de nulle part. J'ai remarqué il y a pas longtemps qu'une définition en particulier de la gauche, celle défendue par le vidéaste Titimitl de la chaîne YouTube Esprit Critique, était assez populaire en ligne. Et j'avoue que personnellement je la trouve pas très bonne. De mon point de vue, elle pose un certain nombre de problèmes qu'il serait intéressant de décortiquer en vidéo, de manière à en comprendre les limites. Mais d'un autre côté, si cette définition a pris comme elle a pris, je pense que c'est aussi parce qu'elle a certaines qualités. Et ça serait à mon avis pas très juste d'en discuter en passant à côté de ça, quand bien même je la trouve pas très bonne. Au final, il s'agit d'une occasion comme une autre de mener une discussion critique autour d'un sujet qui sera pas trop grave et dont il y aura moyen de tirer quelques réflexions. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Mais bref donc, venons-en à la définition de Titimitl. Il en a parlé pour la première fois dans une vidéo qui date de décembre 2016 et qui a depuis fait 70 000 vues. Il s'agit de la première vidéo d'une trilogie centrée sur le clivage gauche-droite, qui considère tour à tour les idéologies, les partis et les individus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chaîne Esprit Critique se place dans une démarche cumulative, c'est-à-dire que chaque vidéo s'appuie sur les précédentes pour développer son propos. Et on a donc pu voir Titimitl mobiliser sa définition du clivage gauche-droite dans une vidéo publiée en février 2022. Mais du coup, pour en venir pour de bon à la définition de Titimitl, on est de gauche quand on veut changer le monde, créer une société nouvelle qu'on croit meilleure. On est de droite quand on accepte le monde tel qu'il est, ou qu'on souhaite le faire revenir à un état passé. La définition qui nous est proposée ici repose donc sur la nouveauté. Est-ce que la société à laquelle on aspire a déjà existé ou pas ? Pour comprendre si une idéologie est de gauche ou de droite, il faudrait chercher son idéal, s'il se trouve dans le passé, présent ou futur. Et plus cet idéal sera lointain, plus il sera extrême. L'une des premières conséquences de cette définition selon Titimitl est que ça n'a pas vraiment de sens de se revendiquer centriste ou ni de gauche ni de droite, parce que ça voudrait dire qu'on ne se contente pas du monde tel qu'il est, mais qu'on ne veut pas non plus revenir à un monde passé ou bien en inventer un nouveau. Par construction, on serait forcément de droite ou de gauche. Une autre conséquence de cette définition selon Titimitl est qu'une idéologie ne sera pas toujours de gauche ou de droite. Ça dépendra du moment où elle est prise dans l'histoire. Si les changements auxquels on aspire ont déjà eu lieu, il n'y a plus de raison de vouloir changer la société concrètement. Alors que si on arrive avant ces changements, on voudra du nouveau. Voilà à peu près les grandes lignes de la définition du clivage gauche-droite qui nous est proposée par Titimitl. C'est très résumé, et si vous voulez une version plus complète, je vous renvoie vers sa série de vidéos, mais ça nous suffira pour le moment. Je me doute que certains parmi vous doivent déjà se dire que franchement, cette définition est pas terrible. Mais avant de passer à la critique, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ses intérêts. Ça pourra nous aider à mieux comprendre pourquoi cette définition a marché comme elle a marché, et à voir ce qu'on pourrait attendre d'une bonne définition de la gauche. Déjà, un intérêt qui me semble assez important de la définition proposée par Titimitl est qu'elle est relativement simple et compréhensible. C'est bien beau d'avoir la définition de la gauche la plus recherchée et la plus subtile, mais si elle n'est connue que par une poignée d'universitaires et de militants, et a du mal à dépasser ce stade, c'est quand même assez embêtant. Alors que dire qu'on est le camp de celles et ceux qui veulent inventer une société nouvelle, ça se comprend assez vite et bien. Ça veut pas dire que toute définition de la gauche se devrait d'être immédiatement compréhensible, et on peut très bien vouloir réfléchir à des définitions plus complexes et moins accessibles, mais ça sera une grosse limite. Un autre intérêt qu'on peut trouver à la proposition de Titimitl est qu'elle fait écho à des faits historiques qu'il rappelle au cours de sa vidéo. Au tout début de la Révolution, les libéraux sont considérés comme de gauche puisqu'ils veulent remplacer la monarchie absolue par une monarchie parlementaire à l'anglaise et le système féodal par le capitalisme. Mais avec la Révolution, les libéraux ont très vite obtenu le pouvoir. Pendant presque tout le 19e siècle, à part les rares moments où les radicaux ont eu le pouvoir, les libéraux ont dirigé le pays à travers tous les changements de régime et ont pu appliquer toutes leurs idées. Ayant obtenu le monde qu'ils voulaient, ils sont devenus de droite. L'approche qui nous est proposée par Titimitl permet donc de rendre compte de l'évolution historique des idéologies politiques, et de comprendre comment une doctrine peut se droitiser au contact du pouvoir. Puis plus simplement, cette approche permet de rendre compte du positionnement actuel des idéologies politiques. Pour le coup, la définition de Titimitl est un peu plus dure à appliquer qu'à comprendre, vu qu'il faut savoir si un modèle de société a déjà existé ou pas pour ça. Quand il nous dit que l'idéal de société prôné par l'idéologie néolibérale se trouve au 19e siècle,
ce dont je doute personnellement mais j'y reviendrai, il faut déjà connaître un peu l'histoire des idées politiques. Ça demande un peu de bagage. Après, on reste quand même sur quelque chose de relativement simple, et Titi-Mitle explique que pour déterminer que les néolibéraux sont de droite, il suffirait de s'intéresser à leur programme. Les réformes des libéraux consistent toujours à défaire les réformes des démocrates chrétiens et des sociaux-démocrates depuis 1945. Donc à revenir en arrière, ils sont de droite. Enfin, un dernier intérêt que je trouve à la définition qui est proposée par Titi-Mitle, c'est qu'elle est plutôt positive pour la gauche. Il nous explique que la gauche serait le camp de la nouveauté, et c'est pas rien. Alors, il explique bien que ça peut être n'importe quel projet de société nouvelle, et ce qui est nouveau n'est pas forcément mieux. Mais quand même, ça a quelque chose de plutôt attractif, de dire qu'on est du côté de la nouveauté. Venez marcher, venez chanter. Surtout qu'au cours de sa vidéo, Titi-Mitle rattache de manière plus ou moins explicite la gauche aux idées de progrès et de modernité. À droite, ce qu'on appelle conservateurs, parce qu'ils veulent conserver le système en place, et à gauche, ce qu'on appelle progressistes, parce qu'ils veulent faire progresser le système en place vers un monde nouveau. Cette manière de définir la gauche comme étant du côté du progrès est plutôt attractive, et c'est à mon avis pas un point anecdotique. Au final, ces points correspondent à ce qu'on pourrait attendre d'une bonne définition militante du clivage gauche-droite. Une définition facilement compréhensible, plutôt simple à appliquer et qui ferait envie. Avec en bonus la manière qu'elle a de faire écho à des faits historiques. De manière générale, partir de l'opposition entre l'ancien et le nouveau est une bonne piste de réflexion. Ça pose la question de la société dans laquelle on vit, les états par lesquels elle est déjà passée, et les directions qu'elle pourrait prendre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que des points forts à cette définition, et on peut même se dire que dans un contexte donné, certains éléments qui apparaissent d'abord comme des points forts peuvent devenir des points faibles. Déjà, un premier risque évoqué par Titi-Mitle au cours de sa vidéo est que des personnes de droite se réapproprient de manière fallacieuse un discours qui en appelle à la nouveauté, ce qui aura pour effet de créer de la confusion. On percevra alors comme de gauche des politiciens pourtant de droite, et inversement. Et dans sa démonstration, Titi-Mitle ne nous aide pas beaucoup, puisqu'il se base sur les discours prononcés par les hommes politiques pour prouver une chose et son contraire. À un moment donné, il explique que lorsque les politiciens de droite parlent de nouveauté, c'est parce qu'ils veulent tromper leurs électeurs, ou qu'ils se mentent à eux-mêmes. Puis l'instant d'après, il nous explique que toutes les fois où ces mêmes politiciens parlent de supprimer des choses, il sera en train de révéler leur vraie nature. Dans un cas, on est censé se méfier, et dans l'autre, il suffirait de se pencher pour avoir accès à la vérité. De manière à dépasser cette impasse, Titi-Mitle encourage à aller voir les programmes politiques défendus par ces politiciens. Mais ça pose quand même la question de savoir ce qui est fondamentalement nouveau ou pas. Pour le comprendre, je vous propose quelques exemples. Disons que j'aspire à revenir à la société française de 1960. Cette phrase n'a pas forcément beaucoup de sens, mais admettons. Je défends donc une idéologie de droite selon Titi-Mitle. Disons qu'à cet idéal de société, j'aimerais ajouter des réformes qui n'ont jamais été mises en place en France. À partir de combien de réformes on peut dire que l'idéologie que je défends n'est plus de droite mais de gauche ? Comment est-ce qu'on mesure la nouveauté ? Autre exemple, disons maintenant que j'habite à Paris. Il se trouve que pendant 72 jours au cours de l'année 1871, la commune de Paris s'est vue gérer de manière plus ou moins anarchiste, ou communiste, ou en démocratie directe. Bref, c'était le bordel. Ça pose la question de savoir combien de temps et à quelle échelle un projet de société doit être mis en place pour ne plus compter comme nouveau. Si j'aspire à un type de société qui se rapproche de la commune de Paris, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de droite ? Est-ce qu'à Paris, les anarchistes sont de droite ? Dernier exemple, disons que le projet de société que je défends consiste à mettre au pouvoir les huîtres. Oui, vous m'avez entendu, les huîtres. On met une huître à l'Élysée et on voit ce qui se passe, en gros. A priori, il s'agit d'un projet de société nouveau, qu'on n'a jamais vu jusque-là. Du coup, peut-on dire que l'idéologie qui consiste à vouloir mettre des huîtres au pouvoir est une idéologie de gauche ? Est-ce que ça a encore du sens de parler de gauche si on met derrière cet étendard des projets de société complètement absurdes ? On se rend compte à travers ces exemples que le clivage gauche-droite qui nous est proposé par Titi-Mitle manque très cruellement de cohérence interne, c'est-à-dire qu'il est très difficile à délimiter, et ne veut pas forcément dire grand-chose. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pas moi qui ai inventé l'exemple des huîtres, mais Titi-Mitle lui-même, et il s'en sert dans la deuxième vidéo de sa trilogie sur le clivage gauche-droite pour montrer comment un parti politique peut dériver de la gauche vers la droite. J'imagine qu'il le fait en partie pour la blague, mais le problème c'est qu'il donne aucune raison de penser que sa définition de la gauche ne s'appliquerait pas à ce qu'il appelle l'huîtrisme. Du coup, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que la définition de Titi-Mitle est vraiment pertinente, si elle met au même niveau le communisme, l'écologie radicale et l'huîtrisme ? De mon point de vue, pas vraiment.
On se retrouve donc avec un clivage gauche-droite un peu foireux, aux contours relativement flous et dont le contenu est pas forcément très pertinent. Et si on veut sauver cette définition, on est obligé d'en passer par pas mal d'implicites. Par exemple, quand Tite-Smith place le progrès du côté de la gauche, c'est clairement pas neutre. Ça lui permet d'affirmer que s'attaquer aux réformes déployées par les sociodémocrates et démocrates chrétiens au cours du XXe siècle serait un retour en arrière. Et pourquoi pas, hein ? Mais ça nous place dans une conception de l'histoire tout de suite assez différente, dans laquelle la gauche aurait un chemin tout tracé de réformes à suivre, et où les acquis sociaux iraient en s'accumulant. Mais le problème, c'est que c'est pas si évident que ça. Il existe des critiques de l'état social qui viennent de la gauche, qui n'y voient pas un progrès, mais une prise de pouvoir par une classe de fonctionnaires et d'intellectuels sur le reste de la société. On en vient donc à une vision assez subjective du clivage gauche-droite, parce que ce qui constituera un progrès pour les uns ne sera pas forcément un progrès pour les autres. Au final, on se retrouve comme captif de la vision personnelle de Tite-Smith, qui se présente comme ouverte à n'importe quel type de changement, mais qui aura besoin de cette notion de progrès pour trancher entre les vraies nouveautés et les fausses. Et dès que Tite-Smith n'est plus là pour s'assurer que sa définition va dans son sens, elle ouvre la voie à des discours divers et variés. Par exemple, certains feront le constat qu'une bonne partie de la gauche se bat principalement contre de nouvelles lois, comme la loi travail, la loi asile et immigration, ou le revenu universel d'activité, qui proposent des dispositions jamais vues jusque-là. Et ces personnes pourront donc dire que la gauche est devenue de droite. On me répondra sans doute que si la critique de l'état social portée par le néolibéralisme est de droite, c'est parce que contrairement aux critiques de gauche, elle fantasmerait le passé, à savoir la société française du XIXe siècle. Mais le truc, c'est que c'est carrément à côté de la plaque. Le néolibéralisme n'aspire pas à revenir à cette époque. Au contraire, ses principaux penseurs prennent acte de l'échec du libéralisme classique à tenir ses promesses, et proposent en conséquence un libéralisme nouveau, qui diffère quand même beaucoup du libéralisme qu'on a pu connaître au XIXe siècle. Je vais pas trop m'étendre sur ce qu'est le néolibéralisme, parce que c'est tout un débat, et je prétends pas trancher la question ici et maintenant. Mais si je devais résumer un point de vue, celui porté par le philosophe Michel Foucault, on pourrait dire que là où le libéralisme classique prône le laisser-faire, c'est-à-dire que l'État devrait s'occuper de ses affaires et laisser le marché fonctionner tranquillement dans son coin, le néolibéralisme considère que l'État doit intervenir pour s'assurer que le marché fonctionne bien, partout et tout le temps. Il s'agit d'un marché étendu à l'ensemble de la société. En bref, ce sont deux doctrines assez différentes, et pour sauver la définition de Tite-Smith, on se trouve contraint de sacrifier notre compréhension du néolibéralisme. Mais de manière plus fondamentale encore, le clivage gauche-droite que nous propose Tite-Smith nous contraint à sacrifier notre compréhension de l'histoire des idées politiques. Bon, vous me trouverez peut-être un peu dur, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. En gros, Tite-Smith nous propose une vision de l'histoire des idées relativement statique. Une fois qu'elle a été formulée, une idéologie politique se trouverait selon lui comme figée, et elle n'évoluerait pas avec le temps. Elle serait de gauche ou de droite, selon le moment où on la prend dans l'histoire, mais elle ne changerait pas en elle-même. C'est ce qu'il explique lorsqu'il nous dit que le libéralisme était de gauche au XVIIIe siècle, aurait porté les réformes qu'il avait apportées au XIXe siècle, et que pour cette raison, il serait passé à droite. Pourtant, il y a tout un tas de choses qui peuvent amener une idéologie à évoluer. Certaines alliances politiques, la production de réflexions nouvelles, des changements dans la structure de la société, ou encore la confrontation avec le pouvoir, qui ne se résume pas à mettre en place des réformes, mais conduit aussi à une mise à l'épreuve de la théorie, des partis et des individus. On notera en passant que cette vision tend aussi à restreindre la transformation de la société à la prise de l'appareil d'État par un parti, comme s'il n'existait pas d'autres moyens qui ne passent pas par des réformes pour changer le monde. Mais du coup, la confrontation avec le pouvoir peut aussi donner naissance à de nouvelles idéologies. On parle souvent de libéralisme conservateur pour qualifier la doctrine portée par les libéraux qui s'essayent à l'exercice du pouvoir au XIXe siècle, et on aurait tort d'y assimiler l'ensemble du libéralisme. Mais bref donc, Tite-Smith nous propose une vision qu'on pourrait qualifier d'anhistorique, c'est-à-dire que les idéologies existeraient comme hors du temps, des structures et des individus. De la même manière, Tite-Smith nous propose une définition de la gauche dont l'objectif serait de recouvrir toute la gauche du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Mais on peut légitimement se dire que la gauche a quand même beaucoup évolué sur cette période. C'est notamment pour ça qu'il se voit contraint de vider sa définition de la gauche de toute substance. Le résultat étant que sont de gauche les fans d'huîtres, certains écolos et les communistes à égale valeur. On peut se demander si c'est si pertinent que ça de chercher une définition du clivage gauche-droite qui serait valable partout et tout le temps, et qui mettrait tout le monde d'accord, à gauche comme à droite.
Puis au final, je crois qu'il y a une autre raison pour laquelle l'approche de Tzitzimit marche pas très bien, qui le concerne pas que lui, et qui touche la manière qu'on peut souvent avoir d'approcher la politique en ligne. Le problème donc, c'est que son approche ne se contente pas de dire ce que serait la gauche et la droite, ou même une idéologie dans l'absolu. Cette approche vise aussi à classer toute personne qui se présenterait à nous, à droite ou à gauche, et à lui assigner son idéologie personnelle. Chacun aurait la sienne, de la même manière qu'on pourrait passer un test de personnalité pour savoir si on est plutôt médiateur ou inspirateur, serpentard ou griffon d'or, animal totem lapin ou chat. Ça revient à vouloir chercher une cohérence interne dans des assemblages fondamentalement en bordel, les humains. Et s'il y a bien moyen de dégager un semblant de cohérence ici et là, ça me semble être une vision assez limitée de ce que serait la politique, qui est dans pas mal de cas pas du tout adaptée. C'est comme cette expression qui consiste à dire « si tu es apolitique, t'es de droite ». Bon, ok, ça marche dans pas mal de cas, et on peut voir des entrepreneurs politiques se cacher derrière l'apolitisme ou le « ni gauche ni droite » pour vendre leur cam de droite. Mais le truc, c'est que dans énormément d'autres cas, on parle juste de gens qui n'ont pas eu l'opportunité, ou juste le temps et l'énergie, de se soucier de savoir si on devait changer la société et comment. Ils sont pas particulièrement satisfaits de l'ordre établi. Puis positionner quelqu'un sur la base du cadre qu'on a en tête ne dira rien du comportement effectif de la personne. J'ai déjà croisé des gens qui se revendiquaient apolitiques, mais qui étaient engagés dans du syndicalisme de lutte. Au final, il y a quand même un écart assez grand entre nos cadres tout propres et tout beaux, et ce que pense réellement la personne en face de nous, puis entre ce que pense cette personne et ce qu'elle est amenée à faire concrètement. Mais bref, plutôt que cette conception individuelle de l'idéologie, on pourrait se ramener à une conception plus collective par exemple, dans laquelle l'idéologie serait davantage une affaire de culture commune, de mouvement politique, ou bien de structure de pouvoir. Je prétendrai pas que l'une de ces approches serait entièrement satisfaisante, mais ça permet déjà de pas faire de l'idéologie un test de personnalité à saveur politique. Je me suis rappelé en produisant cette vidéo que Pandov-Srochnis avait écrit un article Medium assez intéressant sur les political compass, et qui recoupe pas mal avec cette question, donc si jamais vous voulez creuser, c'est une bonne piste. Bon, je vous ai exposé une bonne partie des intérêts et limites que je trouve à la définition du clivage gauche-droite du vidéaste Tzitzimit. Vous aurez pu comprendre que dans l'ensemble, de mon point de vue, le négatif l'emporte assez largement sur le positif. Et c'est assez intéressant de noter que dans ces circonstances, ce qu'on percevait comme un intérêt peut devenir un problème. Une définition globalement mauvaise, mais qui donne l'impression de comprendre plein de choses et qui se transmet bien, c'est pas ce que j'appellerais quelque chose de positif. Après, qu'on se comprenne bien, il s'agit d'un sujet qui a de l'importance, mais que quelqu'un utilise une mauvaise définition de la gauche, c'est pas non plus un drame. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même définition de la gauche qu'il n'est pas possible de parler, de bosser, de lutter ensemble. La manière qu'on peut parfois avoir d'investir un temps infini pour parler des bons mots et des mauvais mots est quand même un peu fatigante. On parle d'une définition qui a été proposée par Tzitzimit dans une vidéo qui va avoir 6 ans, donc je vous le dis d'avance, y a pas d'urgence à lui montrer que sa définition est pas bonne. D'ailleurs, si je dis pas bonne et non pas fausse, c'est parce que je pense pas qu'il soit possible d'arriver à la vraie définition de ce que serait la gauche. Il est possible d'argumenter autour de cette définition, d'en passer par une analyse empirique, ancrée dans l'observation, mais au final, je pense pas qu'on arrive à une définition ultimement vraie. Toute discussion de ce type aura lieu dans un contexte précis, qui pourra être scientifique, militant, communautaire, et chacun de ces contextes sera porteur d'enjeux qui lui sont spécifiques. Donc, quand je dis que la définition de Tzitzimit n'est pas bonne, c'est en me plaçant dans le cadre où j'ai l'impression qu'elle serait la plus intéressante. Si, comme on l'a vu, cette définition peut apparaître comme étant une bonne définition militante de la gauche, qui serait facilement compréhensible et applicable, et qui donnerait envie, elle est quand même assez creuse, et dépend beaucoup trop de l'idée que chacun se fait de ce qui serait nouveau ou pas, pour avoir une quelconque valeur. On se voit contraint d'intégrer de manière implicite un certain nombre d'éléments un peu bateaux à la définition pour la sauver. Mais dans ce cas, si cette définition n'est pas bonne, laquelle est-ce qu'on pourrait utiliser ? Par exemple, on pourra dire que la gauche, c'est le camp de l'égalité réelle, de la lutte contre les structures de domination, ou encore de l'émancipation collective. On pourra aller chercher notre définition dans la littérature qui existe à ce sujet, avec pour souci de la garder accessible, mais de faire en sorte qu'elle ne s'effondre pas dès qu'on gratte un peu. À ce propos, je vous renvoie vers la vidéo de Politicon consacrée à la définition du clivage gauche-droite, qui constitue une bonne base pour commencer. On pourra aussi voir la gauche davantage comme un phénomène social, pluriel et en mouvement, qui comporte une multitude de définitions et de débats. À la fin des fins, ce qui compte, c'est pas tant qu'on trouve la définition parfaite de la gauche, mais ce qu'on en fait. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez partager la vidéo ou me faire un don sur ma page Utip.
On se retrouve pour la prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, à plus!